ce soir sur Ukraine Today. Les gros titres: un dépôt de pétrole est en feu dans la région de Pskov, en Russie. Une panne d'électricité touche une partie de Belgorod. Des cibles ennemies sont détruites dans les régions de Zaporizhia et de Donetsk. Opération spéciale du service de sécurité. L'Ukraine a considérablement perturbé la coordination des occupants. Contact secret, la Compagnie nationale de radiodiffusion publique d'Ukraine rapporte qu'après le principal cycle de négociations à Genève, des représentants ukrainiens et russes ont tenu une réunion séparée. Élections en Ukraine, qu'a conseillé le président Zelensky aux partenaires occidentaux qui insistent pour organiser un scrutin en temps de guerre. Tout cela et bien plus, tout de suite. Bonjour, je suis Volodymyr Robchoun et voici Ukraine Today. Aimez cette vidéo et passons directement aux actualités. Commençons par les dernières nouvelles. Un dépôt de pétrole a pris feu dans la région de Pskov, en Russie. Des chaînes Telegram russes affirment que cela s'est produit après une attaque de drone. Un incendie de grande ampleur s'est déclaré sur le site. Et dans une partie de la ville russe de Belgorod, les lumières se sont éteintes. Les autorités locales affirment que cela est le résultat d'une frappe de drone. Le gouverneur de la région de Belgorod signale des installations énergétiques endommagées. On ne sait toujours pas qui est à l'origine de l'attaque. Du moins, pour l'instant, la direction militaire ukrainienne n'a fait aucun commentaire sur une éventuelle implication des forces de défense. Mais ici, les choses sont beaucoup plus claires. Les forces de défense ukrainiennes ont frappé un lanceur du système de défense antiaérienne S-300, un atelier de drones et une concentration de personnel et d'équipements ennemis dans les régions de Zaporizhia et de Donetsk. C'est ce qu'a rapporté l'état-major général des forces armées ukrainiennes. Dans la région russe de Koursk, un poste de commandement de drones ennemis a également été touché. Auparavant, les services de sécurité ukrainiens avaient mené une opération spéciale qui avait considérablement compliqué la coordination des acheteurs de Ducky et détruit une partie de leur stock d'armes. Plus de détails sur les frappes ukrainiennes dans le rapport. L'opération brillante du SBU qui a privé les occupants de toute communication avec leur commandement. La frappe a touché des installations secrètes qui ne sont généralement pas si faciles d'accès. En général, ces endroits sont très bien cachés, soigneusement dissimulés, et la question de les frapper reste toujours très pertinente. Nous parlons de quartiers généraux et de postes de commandement. Les informations concernant leur emplacement sont hautement classifiées. Et ce n'est pas surprenant puisque la ligne de front dépend de leur fonctionnement, mais une seule action imprudente et le quartier général se retrouve exposé. Et après cela, ce n'est plus qu'une question de technique. En général, ils sont repérés soit par un type d'équipement comme, je ne sais pas, un satellite qui survole et détecte quelque chose de suspect, soit en interceptant une conversation imprudente, par exemple lorsqu'un soldat russe sort pour appeler sa mère et lui dit « Maman, tu ne peux pas imaginer, ils m'ont laissé travailler dans un quartier général secret quelque part dans la région de Zaporizhia ». Intercepter une conversation n'est pas difficile, pas plus que d'identifier l'endroit, le lieu d'où il parle. Grâce aux forces spéciales Alpha, 4 quartiers généraux et postes de commandement ont été détruits en même temps, et tous étaient situés derrière les lignes ennemies, c'est-à-dire dans des endroits où les Russes se sentaient parfaitement à l'abri. Ce qui est important, c'est l'endroit, le moment où les commandants de différentes directions se réunissent là avec leurs grandes cartes. Et bien sûr, dans l'idéal, les généraux viendraient avec ces énormes bandes sur leurs pantalons, comme une autoroute, n'est-ce pas? Et donc, une fois qu'ils sont là-dedans, c'est à ce moment-là qu'il faut les frapper, évidemment. Nous n'entrerons pas dans les détails de ces opérations. Il suffit de comprendre que c'est un travail très minutieux, mais les dégâts infligés aux occupants en valèrent la peine. Grâce à la destruction de telles cibles, les envahisseurs russes rencontrent désormais d'importantes difficultés pour commander leurs unités, approvisionner en ressources et préparer de nouvelles attaques. Dans le cadre de l'opération du SBU, 3 sites où du personnel était stationné, y compris des forces spéciales du FSB, ont également été frappés. De plus, des spécialistes ukrainiens ont frappé une usine de fabrication de drones. 2 dépôts de carburant et de lubrifiants, 2 sites de lancement de drones, un dépôt de munitions et un centre logistique. 4 postes de commandement et d'observation ainsi que d'autres cibles militaires ont également été éliminés. Des drones FPV ont été utilisés pour frapper ces cibles. Selon le service de presse du SBU, les drones étaient équipés de têtes explosives pesant 105 kg, ce qui a assuré la grande efficacité de l'opération.
Les drones du SBU opèrent non seulement directement contre les occupants russes, mais aussi contre des cibles qui soutiennent la ligne de front. Nous parlons bien sûr du complexe militaro-industriel russe, et là aussi, les Russes ont subi des pertes ces derniers jours. Des drones ont rendu visite à l'usine Metafrax Chemicals dans la région de Perm. La distance jusqu'à celle-ci est de 1600 km, mais cela ne constitue aucun obstacle pour le SBU lorsque l'objectif est de saper l'industrie militaire de l'arrière russe. Cette installation en particulier est le plus grand producteur de méthanol en Russie. Ces produits sont utilisés pour fabriquer des composants chimiques nécessaires à la production d'explosifs et d'autres matériaux de qualité militaire. On peut en fait voir qu'il y en a un. Il s'agit maintenant d'une frappe sur la raffinerie de pétrole d'Ukhta. Ici, le SBU a établi un nouveau record. Cette raffinerie de pétrole est située à 1750 km de la frontière avec l'Ukraine. Le sabotage des installations pétrolières semble être l'une des cibles favorites des drones du service de sécurité. La nuit précédente, le SBU a également frappé le terminal pétrolier Tama Neftegaz dans la région de Krasnodar. Ils l'ont en fait touché avec un appareil à voilure fixe. Un drone, Un drone a filmé la scène en temps réel. Où est-il? Voilà, regardez par la fenêtre. Tama Neftegaz est l'un des plus grands ports russes de la région de la mer Noire, assurant le transbordement de pétrole, de gaz et d'ammoniac. La précédente frappe réussie menée contre ce terminal, le 22 janvier dernier, a entraîné d'importantes pertes financières pour la Russie, s'élevant à environ 50 millions de dollars. Et ce n'est qu'une petite partie du travail accompli en très peu de temps, que le service de sécurité a réalisé pour saper le potentiel militaire de la Russie. Et combien reste-t-il encore à venir ? Au cours de la dernière journée, la Russie a perdu au moins 830 soldats tués et blessés depuis le début de l'invasion à grande échelle, ce qui porte le total à 1 256 910 occupants. Au cours des dernières 24 heures seulement, les forces de défense ukrainiennes ont détruit un char russe, 3 véhicules de combat blindés, 21 systèmes d'artillerie et des dizaines d'autres équipements militaires ennemis. Nous avons couvert le champ de bataille, passons maintenant à la diplomatie. Suspilne, la Société nationale de radiodiffusion publique d'Ukraine, a appris qu'après le principal cycle de négociations à Genève, des représentants de l'Ukraine et de la Russie ont tenu une réunion séparée. Elle a duré environ 1h30. Les sujets abordés restent inconnus. Pendant ce temps, on dispose de bien plus d'informations sur le principal cycle de négociations. Les négociations à Genève, du 17 au 18 février, diffèrent de la précédente rencontre à Abu Dhabi. L'essentiel est que les parties travaillent simultanément dans 2 directions, politique et militaire. Pour cela, les délégations se sont divisées en groupes. L'Ukraine travaille de manière constructive. L'objectif final reste inchangé, une paix juste et durable. Cependant, selon The Economist, la délégation ukrainienne s'est divisée non seulement pour les négociations. Il semblerait qu'il n'y ait pas de position unifiée au sein de l'équipe concernant le rythme d'un éventuel accord. Un camp, dirigé par l'ancien chef du renseignement ukrainien Kirill Budanov, estime qu'il vaut mieux accepter rapidement les conditions des États-Unis, du président Donald Trump et mettre fin aux actions militaires. En même temps, un autre groupe au sein de la délégation, dirigé par Andriy Yermak, n'est pas particulièrement intéressé par la signature d'un accord. Aux journalistes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky essaie de trouver un équilibre entre ces 2 approches, tout en ayant sa propre vision du processus de négociation. Nous ne savons pas sur quoi les journalistes se basent, mais cela ressemble à une déformation. En réalité, c'est la Russie qui ne veut pas détourner l'attention de la question principale. Cependant, selon les experts, ce dont l'économiste a parlé pourrait être une tactique planifiée par la délégation ukrainienne. L'interprétation selon laquelle il y aurait quelque chose qui nous divise est clairement fausse. Parce qu'il est évident que la seule condition pour un accord rapide, à savoir l'abandon par l'Ukraine des territoires des régions de Donetsk et de Luhansk non occupées par la Russie, ce qui, franchement, tout le monde comprend parfaitement, ne mènera pas à la paix. La Russie n'a modifié aucune autre condition, y compris pour un cessez-le-feu, et cela ne fera qu'aggraver la situation. Et il est absolument clair que Budanov le comprend.
Peut-être, oui, il pourrait y avoir quelques désaccords à ce niveau, des désaccords sur la tactique. Il pourrait aussi y avoir un autre aspect. Il y a la tactique du bon et du mauvais policier. Mais revenons aux négociations elles-mêmes. Peut-être que la mise à jour la plus importante concerne les Européens. Les représentants des pays européens n'ont pas participé aux négociations trilatérales. Cependant, comme l'a déclaré le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, Rustam Umarov, il y a eu une réunion séparée avec les délégations ukrainiennes et américaines. J'ai conclu une réunion séparée avec des représentants des États-Unis et des partenaires européens, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et la Suisse. Nous avons discuté des résultats du tour de négociation d'aujourd'hui et synchronisé nos approches pour les prochaines étapes. Bien sûr, la Russie était opposée à l'implication de l'Europe, mais la délégation européenne est tout de même arrivée à Genève. L'Ukraine, représentée par Zelensky, a déclaré à plusieurs reprises que l'Europe devait participer à ces négociations. Et cela est absolument et totalement logique. Car la guerre brutale que la Russie continue de mener contre l'Ukraine, avec ses menaces très ouvertes et directes envers l'ensemble de l'Europe, représente en réalité aujourd'hui un danger véritablement immense et existentiel pour tous les pays européens. Et, naturellement, les questions importantes de savoir comment mettre fin à la guerre et dans quelles conditions précises elle prendra enfin fin sont véritablement d'une nécessité vitale et urgente pour les Européens. Mais revenons au contenu des négociations. À la fin du premier tour de la réunion de Genève, Barak Ravid, un journaliste d'Axios, a écrit que les négociations politiques étaient dans l'impasse. Et tout cela à cause de Vladimir Medinsky. Oui, Poutine a de nouveau envoyé ce pseudo-historien aux négociations. Ce qui est intéressant, c'est que même les propagandistes du Kremlin se moquent de la conférence de Medinsky sur Rurik. Quelles questions devraient être soulevées? Sécurité, territoire, joyaux, cadeaux? Y avait-il au moins des histoires sordides? Raconte-moi. Axios, citant Volodymyr Zelensky, a écrit que l'Ukraine s'inquiète de la participation de Medinsky aux négociations et cette inquiétude n'est pas infondée. Medinsky aime philosopher sur les racines historiques de la guerre. Nous n'avons pas le temps pour tout cela, alors nous devons prendre des décisions et mettre fin à la guerre. La participation de Medinsky est un signe direct que la Russie sabote les négociations. Le Washington Post en parle également. Le retour de Vladimir Medinsky, conseiller du président Vladimir Poutine, qui avait auparavant remis en question la souveraineté de l'Ukraine à la tête de la délégation russe lors des négociations à Genève, est un signe que Moscou entend maintenir ses exigences politiques strictes envers l'Ukraine, visant à écarter Zelensky du pouvoir et à saper l'État ukrainien. Le Kremlin, de son côté, insiste sur le fait que Medinsky a toujours été le chef de leur délégation et qu'il était absent lors des négociations précédentes, parce que des questions étaient en discussion, dans lesquelles il n'est pas compétent. Pourquoi n'a-t-il pas participé aux 2 précédentes sessions? Parce qu'il s'agissait de questions de sécurité, des sujets qui concernent directement les militaires. C'est pourquoi notre groupe était alors dirigé par Kostyukov. Le groupe était composé de personnel militaire. Mais peu importe comment le Kremlin tente de l'expliquer, la présence de Medinsky est un signal très clair concernant les intentions pacifiques de la Russie, ou plutôt leur absence. De manière générale, le fait même que le gouvernement de Moscou ait de nouveau choisi de nommer Vladimir Medinsky à la tête de la délégation de négociation a servi de preuve indéniable et de signal remarquablement fort au monde entier qu'il n'y avait absolument aucune volonté, ni même la moindre intention sincère de leur part de négocier quoi que ce soit de substantiel. En ce qui concerne les négociations du groupe militaire, selon Axios, il y a des avancées. D'après le président de l'Ukraine, la discussion portait sur un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu. L'armée sait comment surveiller un cessez-le-feu et la fin de la guerre s'il existe une volonté politique. Ils se sont mis d'accord sur presque tout. La surveillance impliquera assurément la partie américaine. Et quelques mots supplémentaires sur la première journée de négociation. En Fédération de Russie, la réunion a été décrite comme tendue. Les négociations ont duré environ 6 heures, entièrement à huis clos. Vladimir Zelensky évoque également une réunion difficile. Hier, il y a effectivement eu des réunions difficiles. Et nous pouvons affirmer que la Russie essaie de faire traîner les négociations, qui auraient déjà pu atteindre leur phase finale. De plus, comme le rapporte Axios en citant Zelensky, le président de l'Ukraine a chargé la délégation de soulever également la question d'une rencontre personnelle avec Poutine.
Selon lui, c'est la meilleure façon d'obtenir une avancée sur les questions territoriales dans le cadre des négociations. L'Ukraine continue une fois de plus de démontrer sa volonté inébranlable de mener des négociations substantielles et significatives au plus haut niveau, directement. Mais malheureusement, une telle rencontre n'aura pas lieu pour le moment. Eh bien, Poutine, pour le dire gentiment, il n'est pas vraiment courageux. Les Russes font tout leur possible pour éviter cette rencontre. Nous avons vu à quel point il s'est comporté de façon honteuse. Il fuyait, littéralement, Poutine, la rencontre en Turquie. La question des frappes russes sur l'Ukraine, bien sûr, est également à l'ordre du jour. Les gars doivent absolument soulever la question de ces frappes, la question avant tout à l'adresse des Américains, qui avaient suggéré aussi bien aux États-Unis qu'à la Russie de s'abstenir de toute frappe. L'Ukraine est prête. Nous n'avons pas besoin de guerre. Et nous agissons toujours de manière symétrique. Nous défendons notre État. Le 18 février, les négociations n'ont duré que 2 heures. Selon le chef de la délégation russe, Medinsky, tout est compliqué. Vous savez, les négociations ont duré 2 jours. Hier a été très long, sous différents formats. Et puis encore aujourd'hui, pendant environ 2 heures, elles étaient difficiles, mais professionnelles. D'ailleurs, comme prévu, il n'y a pas de progrès sur les questions de la centrale nucléaire de Zaporijia et du territoire. Mais la prochaine réunion trilatérale est prévue dans un avenir proche. L'Ukraine se bat pour la liberté. Soutenez le journalisme indépendant ukrainien afin que nous puissions continuer à dire la vérité sur la guerre menée par la Russie. Cliquez sur le lien dans la description pour devenir notre sponsor. C'est le moment idéal pour vous abonner à la chaîne, aimer cette vidéo et la partager. S'il vous plaît, faites-le. Merci et gloire à l'Ukraine. Au moins un cessez-le-feu de 2 mois, selon Volodymyr Zelensky, suffirait à suspendre les élections présidentielles en Ukraine. Il a déclaré cela lors d'une interview avec le journaliste britannique Piers Morgan. Zelensky a ajouté que les partenaires occidentaux qui insistent pour la tenue d'élections devraient décider de ce qu'ils veulent vraiment. Des élections en elles-mêmes ou simplement un autre président. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, l'Associated Press a publié une interview avec l'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valery Zaloujny. À mon avis, cela pourrait être perçu comme le début de sa campagne électorale. Indirectement, cela peut laisser entendre que des élections pourraient avoir lieu en Ukraine dès cette année. Sinon, un démarrage trop précoce pourrait coûter des points politiques à Zaloujny. Et enfin, comment le Kremlin tente de tromper la Maison-Blanche. Moscou propose à Washington ce qu'elle appelle une grande affaire. Une affaire qui pourrait, soi-disant, apporter d'énormes profits aux 2 pays et même aider Donald Trump à décrocher un prix Nobel. L'homme censé présenter cette proposition est Kirill Dmitriev, une vieille connaissance des États-Unis, l'envoyé spécial Steve Witkoff. Qu'y a-t-il vraiment derrière cet accord? Et Vladimir Poutine et son entourage réussiront-ils leur plan? Plus d'informations à ce sujet dans un instant. Le Kremlin a proposé à la Maison-Blanche le plus grand accord économique qui pourrait potentiellement apporter non seulement une richesse inimaginable, mais aussi le très convoité prix Nobel, rapporte The Economist. Il semble que ce soit la réponse à la question « Pourquoi ?» Pendant tout ce temps, Donald Trump a refusé d'arrêter l'agresseur et fait littéralement chanter la victime, la forçant à accepter la capitulation. Il serait préférable pour l'Ukraine de s'asseoir à la table des négociations dès que possible. C'est tout ce que je peux dire. Nous sommes dans une situation telle que nous souhaitons qu'ils viennent. L'ancien agent du KGB, rusé, a rapidement compris la principale faiblesse de l'ex-homme d'affaires et s'est déjà envolé pour l'Alaska avec une offre de 12 000 milliards de dollars. Cela représente 6 budgets annuels de Samoïler. Les Russes ont proposé aux Américains l'extraction de pétrole et de gaz dans l'Arctique, le développement de métaux rares, la création d'un centre de traitement de données avec des économies d'énergie nucléaire et la construction d'un tunnel sous le détroit de Bering. Selon les journalistes, Poutine aurait même promis de restituer pour 5 milliards de dollars d'actifs confisqués appartenant à la compagnie pétrolière ExxonMobil. Faut-il prendre Poutine au mot? Je ne sais pas à quel point il faudrait être naïf pour cela.
Responsabilité de Poutine et promesse de Poutine, ce sont des concepts totalement distincts et incompatibles qui ne vont tout simplement pas ensemble. L'ensemble du processus de négociation est supervisé par Kirill Dmitriev. Depuis avril de l'année dernière, il a rencontré l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, une douzaine de fois. Dmitriev n'a pas seulement traversé l'océan lui-même, il a aussi fait tourner Steve, puis Steve et le gendre de Trump en rond. Il a accueilli Jared à Moscou, lui a offert des tcheboureki et lui a montré la place rouge. Et, suivant l'ancienne tradition de la Horde d'Or, il a envoyé des colis de provisions de l'autre côté de l'océan. Witkoff a remis à Trump une boîte du caviar rouge de la région de Khabarovsk, selon le ministère régional de l'Industrie et du Commerce. Witkoff a goûté le caviar rouge lors d'un déjeuner dans un restaurant moscovite. Il en a été tellement impressionné que l'envoyé spécial s'est vu offrir une boîte entière de caviar. Vous pouvez voir à quel point les Russes et les Américains se sont rapprochés au cours de l'année écoulée grâce à cette vidéo. Micro numéro 1 de Poutine. Le propagandiste Zarubin a réalisé un reportage exclusif sur la dernière rencontre entre Witkoff, Kushner et Poutine. Voici comment les Américains se sont comportés en attendant le dictateur. Avant que la rencontre avec Poutine ne commence, les gens ici discutent sans interprète. Au poignet du gendre de Trump. Il y a un fil rouge. Certains pensent que de tels bracelets aident à la santé et portent chance, mais ils portent aussi une bague au doigt. Josh Greenbaum a la même bague, et ce sont clairement des bagues intelligentes, c'est-à-dire qu'elles mesurent le niveau de stress, la fréquence cardiaque et les phases du sommeil. Voici une bague pour mesurer la température ambiante, faite d'un anneau métallique. Il est constitué d'un anneau métallique. À ce moment-là, il ne semblait manifestement pas soumis à un stress particulier. Sourire. Des tapes sur l'épaule. Et même des blagues. Même l'interprète de Poutine a reçu des compliments de la part des Américains. Steve Witkoff dit soudainement. Tous ces déplacements et ces doux sourires sont faits dans l'intérêt d'une grosse affaire. Selon The Economist, tout l'été dernier, un nombre considérable d'avocats de l'autre côté de l'océan ont fait des heures supplémentaires pour analyser les scénarios possibles de lever des sanctions contre la Russie. Et après 2022, on parle de 23 000 restrictions financières. Les entreprises américaines espèrent conquérir le marché russe, où les Européens étaient les leaders avant l'invasion, et souhaitent également accéder aux avoirs gelés. Mais ce qui motive surtout les envoyés de Trump, ce sont les parts potentielles dans des méga-projets capables de bouleverser les marchés mondiaux des matières premières. La plupart des champs pétrolifères russes sont anciens et fortement épuisés. Pour maintenir la production, le pays a besoin d'importantes injections de technologies étrangères, de main-d'œuvre et de capitaux. Cela pourrait contribuer à une révolution du schiste en Sibérie occidentale, où, selon Artyom Abramov de la société de conseil Restat Energy, il pourrait y avoir environ 12 milliards de barils de réserves récupérables de pétrole et de gaz. Ceci équivaut à peu près à 7 années de production pétrolière dans le bassin permien, la principale région de schiste des États-Unis d'Amérique. Poutine mise sur la cupidité de son homologue d'outre-mer. Et jusqu'à présent, cela fonctionne. Des hommes d'affaires qui se retrouvent temporairement à la tête des grandes puissances mondiales perdent la tête pour des richesses imaginaires. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés. Merci pour votre soutien. Force aux défenseurs de l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine. Aimez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et à la prochaine fois.